Ah oui. Ah oui. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants avait choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs lors de la précédente législature. Et donc, en conclusion de ce cycle, nous devions vous auditionner, mais la dissolution est passée par là. Du coup, on vous retrouve en ouverture de cette nouvelle mandature et donc de nos nouveaux travaux. Et j'en suis ravie. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir les représentants de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, afin de vous entendre sur les morts violentes d'enfants dans le cadre familial. Et nous avons l'honneur aussi de recevoir France Victimes, notamment sur son rapport sur les féminicides de 2024. Pour ce faire, nous accueillons donc Madame Magali Lafourcade, secrétaire générale du CNCDH, et Madame Ophélie Marel, conseillère juridique de la CNCDH, et Monsieur Jérôme Moreau, vice-président, et Madame Isabelle, j'espère que je ne vais pas écorcher votre nom, Sadowski, très bien, directrice générale adjointe de France Victimes. Je vous remercie vraiment d'être présent parmi nous aujourd'hui. Alors, vous avez publié en 2024 2 rapports qui dressent un constat alarmant sur les violences faites aux mineurs. L'avis sur les morts violences d'enfants dans le milieu familial révèle qu'un enfant décéderait tous les 5 jours à la suite de mauvais traitements. Or, ces chiffres sont traités souvent, malheureusement, comme des faits divers. Lors de nos présentes auditions, l'association Action contre les violences infantiles avait évoqué le syndrome du bébé secoué et avait chiffré à 500 les enfants victimes en 2023, dont 20% d'entre eux décéderaient de ces violences. Dans votre avis, la CNCDH vous proposait 3 axes de travail: mettre en place une collecte des données complète et fiable, mieux soutenir les parents, améliorer la réponse judiciaire pour mieux qualifier juridiquement les morts violences des mineurs. Donc vous pourrez nous expliquer tout ça à la suite. Il faut savoir également, et c'est là où j'aimerais vous interroger, que la plupart de ces décès surviennent après une succession d'épisodes violents et les failles d'accompagnement des parents. Et c'est souvent à ce moment-là que sont révélés au moment du drame. Donc j'aimerais vous entendre sur comment on peut mieux agir, détecter au plus tôt pour essayer de limiter, voire d'empêcher ces morts. Du côté de France Victimes, vous êtes penché, vous, sur les enfants victimes collatérales des violences conjugales. Une enquête menée auprès de votre réseau a recensé que sur 33 victimes ayant des enfants mineurs, 19 étaient présents au moment des faits et 11 avaient directement assisté aux violences. À ce titre, vous avez regretté, et moi aussi, que le protocole féminicide du ministère de la Justice ne soit pas systématiquement appliqué, et je pense qu'il serait important qu'on en reparle de ce protocole féminicide pour les collègues qui le connaîtraient moins. L'adoption en mars dernier de la loi visant à protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales permet dorénavant la suspension automatique de l'autorité parentale du parent poursuivi ou condamné pour crime commis sur l'autre parent, et une possibilité de retrait de l'autorité parentale ou son exercice à l'égard du parent condamné pour un délit commis sur son enfant ou sur un autre parent. Est-ce que vous pensez que ces dispositions permettront d'améliorer la situation? Et par ailleurs, que pensez-vous de la mise en place d'une ordonnance de protection provisoire pour les mineurs que nous portons à délégation, à l'image de celle qui a été créée pour les victimes de violences conjugales? Je vous laisse la parole pour quelques propos liminaires, et puis après nous passerons bien entendu aux échanges avec les collègues ici présents. Qui souhaite commencer parmi vous? Allez-y. Alors pour quelques propos liminaires, et bien sûr, si vous voulez bien, Madame la Présidente, je passerai la parole à Ophélie Marel. Nous sommes absolument ravis de cette invitation et donc d'ouvrir cette session, puisque ce sujet est extrêmement important et dit beaucoup de la société dans laquelle nous sommes. Alors en quelques mots, donc la CNCDH est une vieille institution de la République puisqu'elle est née en 1947, elle est complètement indépendante et elle est à la fois de droit français et de droit onusien, puisqu'elle a créé le modèle des institutions nationales des droits de l'homme, où il y en a à peu près 130 dans le monde, pas toutes sur le même modèle que la CNCDH, mais donc notre corpus de référence, et c'est important par rapport au sujet qui nous occupe, c'est les conventions internationales des droits de l'homme que la France a ratifiées. Donc nous sommes accrédités auprès des Nations Unies, nous participons au contrôle que les instances supranationales exercent sur la façon dont la France acquitte de ses obligations au titre des conventions internationales des droits de l'homme. Alors cet avis que nous avons fait, qui ressemble plus à un rapport qu'un avis tellement il est épais, on le doit beaucoup à l'une de vos anciennes collègues, Francesca Peschini, qui était extrêmement sensible au sujet des morts violentes d'enfants et qui avait à cœur de faire avancer la société. Et je crois qu'ici, parmi vous, mesdames et messieurs les députés, c'est vraiment quelque chose que nous avons en partage. Alors, juste sur la démarche de la CNCDH,
En 2016, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, ce n'est pas tel ou tel ministre qui a inventé le mot de féminicide. D'abord, c'est les Nations Unies. C'est l'OMS qui en a fait une typographie, une typologie, une classification. Et c'est la CNCDH qui a décidé d'incorporer cette notion dans le contexte français, puisqu'on n'est pas à Tijuana. Les choses sont différentes ici. On est plutôt dans un contexte conjugal. Donc, on a essayé de faire changer le regard de la société sur la question du féminicide. Je ne fais pas une digression là. J'explique une démarche en fait, qui a un sens politique. Avant, c'était un fait divers. On n'en parlait jamais. On parlait de crimes passionnels. On cadrait les choses comme des actes isolés faits par des gens aux marges. Aujourd'hui, on en parle en prime time dans les émissions. Tout le monde comprend qu'il y a une dimension structurelle, patriarcale, politique, et qu'on parle de violence de genre. On a une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Aujourd'hui, pour les enfants, ce serait un enfant tous les 5 jours. Tous les éléments que nous avons à la CNCDH, en dépit de collectes rationnelles et rigoureuses et complètes faites par les autorités, nous montrent que ce chiffre est très sous-estimé. Et cette sous-estimation vient aussi du cadrage que nous avons tous en tête, c'est-à-dire qu'un enfant qui meurt sous les coups de ses parents ou de façon violente, c'est forcément un acte isolé, un fait divers, quelque chose qui s'est mal passé, que de toute façon les parents sont les premières victimes parce qu'elles ont perdu leur petit. Et donc on a énormément de mal à voir la part structurelle, la part politique et la part sociétale dans ce phénomène, et ça imprègne aussi le système judiciaire français. Et je le dis d'autant plus que je suis un ancien juge d'instruction. Tous les cabinets d'instruction regorgent de dossiers de mort violente. Alors, on ne parle pas d'infanticide, sinon on a tout de suite en tête le congélateur. Vous voyez à quoi je fais référence. Mais on a tous eu des dossiers comme ça qui, après, nous ont poursuivis toute notre vie. Donc, moi, j'ai eu des dossiers dont le petit garçon Bastien qui a été tué dans une machine à laver par ses parents. J'en ai eu plein d'autres, et mes collègues aussi. Voilà, ça nous marque énormément. Et donc, il faut qu'on arrive à penser ces sujets en termes collectifs, en termes structurels, voir ce qui se passe, ce qui se noue dans la relation. Et parfois, ça arrive sur des enfants très, très jeunes où il n'y a pas forcément eu beaucoup d'alertes, ou alors des alertes qui n'ont pas été suffisamment détectées. Et donc, là, on aborde le sujet par le haut du spectre, c'est-à-dire les violences paroxystiques qui mènent à la mort. Mais il faut aussi penser à tous les dégâts commis sur les enfants qui les rendent handicapés ou traumatisés à vie, avec des coûts pour la société collectifs. Si ce n'est pas l'humanité qui parle, au moins que ce soit le coût pour la société, ne serait-ce qu'économique, de ces violences-là. Je m'arrête ici. Vous avez compris que ce sujet est très important pour la CNCDH et que notre but, c'est de changer le narratif, changer le regard pour changer les politiques. Et donc, je préférais que ce soit Ophélie Marenne qui prenne la suite, si ça vous convient. Oui, merci. Et peut-être pour vous, une petite précision de contexte. Quand Madame la députée nous avait saisi, au départ, c'était sur les morts violentes d'enfants dans le contexte familial et au sein de la protection de l'enfance. Et on avait commencé à faire un certain nombre d'auditions. Et finalement, les personnes auditionnées se sont plutôt concentrées sur le milieu intrafamilial. Et nous, on a décidé aussi de finalement focaliser nos travaux sur ce contexte, puisqu'il y a déjà énormément de morts violentes d'enfants dans le contexte intrafamilial. Et si on avait aussi exploré le sujet sous l'angle de la protection de l'enfance, je pense qu'on en aurait eu pour 1 an et demi de travaux. Voilà. Mais vous pouvez nous saisir là-dessus. Voilà, ça peut aussi effectivement être l'objet d'un futur avis. Et donc effectivement, dans cet avis, ce qui nous a marqué, c'est ce que vous disiez aussi en remarque préliminaire, c'est qu'on est vraiment sur les morts violentes d'enfants dans le cadre d'un continuum de violence, puisque c'est vrai que souvent, quand on parle des morts violentes d'enfants, on va surtout penser à des actes un petit peu isolés, un parent qui aurait un acte un peu fou. Mais finalement, c'est des cas très, très rares. C'est souvent des cas où on a une sorte de violence qui va être instituée au sein de la famille et une violence qui n'est pas suffisamment même reconnue à l'extérieur et par différents acteurs qui ont pu avoir été en contact avec les enfants. Et donc, dans la vie, on a essayé de comprendre en fait toute cette chaîne de violence qui amène au décès, et ensuite comment est-ce que les auteurs, comment est-ce que la justice peut aussi prendre en charge et traiter de ces cas. Et donc, on émet un certain nombre de recommandations. Donc, on a toute une partie sur la prévention. Donc, la prévention, ça va toucher aussi bien le milieu médical et l'accompagnement
pré- et post-natal. Donc là-dessus, il y a eu quand même des avancées de fait, hein, avec des rendez-vous prénataux qui sont maintenant obligatoires, aussi des rendez-vous post-nataux obligatoires. Une difficulté rencontrée, c'est que, en fait, quelque part, il n'y a pas de caractère coercitif. Alors, on ne dit pas qu'il faut qu'il y ait un caractère coercitif à ces rendez-vous, mais si une famille refuse de se soumettre à un contrôle, il y a des familles avec des femmes qui accouchent et elles sont complètement hors des radars, malgré potentiellement un suivi par la PMI ou par une sage-femme. C'est extrêmement compliqué. On a pu auditionner des sages-femmes qui nous ont dit que lorsqu'elles allaient dans des familles et que on refusait de leur ouvrir la porte, elles ne pouvaient pas revenir avec un policier, bien sûr. Donc ça peut être il pourrait y avoir des suspicions par rapport à d'éventuels cas de violence, mais c'est extrêmement compliqué. La prise en charge de certaines familles est extrêmement compliquée, ou de certains parents, et aussi une difficulté qui est liée aussi à des grandes disparités territoriales, avec des parents qui vont changer de département peu de temps avant un accouchement. Et donc, comme il n'y a pas forcément d'informations, ou le circuit des informations ne va pas forcément se faire avec une grande fluidité, il peut y avoir des familles qui vont arriver dans un département, accoucher d'un enfant, et ensuite l'enfant peut se retrouver à la merci de parents potentiellement violents, alors que tous les enfants dans la fratrie sont déjà placés, par exemple. Donc ça, c'est aussi vraiment des points d'attention qu'on souhaitait vous soumettre. On a aussi un certain nombre de recommandations par rapport aux enseignants et par rapport au milieu scolaire. Donc, dans certains départements, il y a des protocoles d'accord entre l'éducation nationale, le parquet et le conseil départemental, et ça fonctionne plutôt bien. C'est ce qu'on a pu constater, puisque effectivement, lorsqu'un enfant est victime de violence, c'est tous les acteurs qui peuvent potentiellement être en contact avec lui qui pourraient signaler un cas. Et notamment, par exemple, les cas d'absentéisme scolaire sont encore trop peu signalés par les enseignements. Il faut vraiment avoir une vigilance là-dessus. Un enfant qui est absent trop souvent, ça peut vraiment marquer un point ça peut marquer une situation de violence. Et une autre difficulté qu'il y a dans le milieu scolaire, c'est le manque de médecins scolaires. On a eu des chiffres absolument aberrants sur un médecin pour je ne sais plus combien d'établissements, mais voilà, avec un suivi qui est très compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de cas, si les enfants parlent, par exemple, ils ne vont jamais le faire juste après les faits. Donc il y a toujours une période un petit peu de maturation. Par exemple, un personnel enseignant qui suspecterait des violences commises sur un enfant pourrait rencontrer l'enfant une fois, et l'enfant ne va pas forcément se livrer dès la première fois. Donc on pourrait avoir un rapport qui dirait « bon, j'ai vu l'enfant, il n'y a rien ». Mais en fait, ça peut être tout un processus, parce qu'il faut aussi le temps de pouvoir parler avec l'enfant, qu'il ait confiance, pour qu'ensuite des violences soient potentiellement révélées. Et ça, avec un manque de temps et de personnel, ça ne permet pas d'avoir un suivi qui va être adéquat. On émet aussi un certain nombre de recommandations donc, par rapport aux médecins et à la détection des violences dans le milieu médical, et surtout essayer de bien respecter, faire en sorte qu'il y ait un respect donc, du secret professionnel, puisque les médecins y sont astreints, et en même temps un respect du droit de l'enfant et de la protection de l'enfant en cas de suspicion de maltraitance. Et ça, c'est aussi un sujet sur lequel les médecins ont aussi des difficultés sur effectivement la remontée de potentiels cas de violence. Et enfin, on s'est aussi attardé, mais je vous laisserai nous poser des questions plus précises si vous en avez, sur les infractions pénales qui sont relatives aux morts violentes d'enfants. Donc là, actuellement, ça va être généralement des violences aggravées par des violences aggravées par la circonstance du fait que l'enfant a moins de 15 ans. Mais on a une sorte d'infraction un petit peu fourre-tout, globale, et qui ne va pas forcément refléter le phénomène. Et ça, du coup, la conséquence, c'est qu'on a des difficultés à avoir des chiffres et aussi à quantifier le phénomène. Et comme on a des difficultés à quantifier le phénomène, donc à le définir, ça porte aussi préjudice, on peut dire, à la prévention. Donc c'est pour ça que nos recommandations sur les infractions pénales, le but, c'est rarement ce que fait la CNCH d'ailleurs, c'est pas de poursuivre ou d'être plus punitif par rapport aux auteurs, c'est pas là la question, c'est de faire en sorte que la justice puisse mieux appréhender le phénomène. Donc c'est pour ça que sur le syndrome du bébé secoué, on a eu vraiment
vraiment une réflexion sur est-ce qu'il fallait créer une infraction peut-être autonome. Ça ne changerait pas forcément quelque chose à la peine, mais pour savoir comment est-ce que la loi pourrait mieux refléter justement cet acte par secouement qui est extrêmement violent et qui ne ressort pas dans la loi actuellement. Merci beaucoup pour ces premiers propos. Je laisse la parole côté France Victimes. Je vais commencer, puis Isabelle continuera. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi de vous remercier également au nom de la Fédération France Victimes, qui, je le rappelle, est une fédération qui comporte 130 associations réparties dans les 164 tribunaux judiciaires métropolitains et ultramarins. Et les propos que je vais tenir illustrent bien évidemment tout le travail de ces associations qui accompagnent plus de 400 000 victimes chaque année. En 2023, nous accompagnons 30 464 victimes mineures, et ce qui représente un peu moins de 10% en fin de compte des personnes touchées par une infraction pénale. Toutefois, à titre liminaire, je voulais aussi dire que la moitié de nos associations sont administrateurs ad hoc, dont deviennent représentants légaux au cours d'un procès, au cours d'une procédure des intérêts du mineur. Et aujourd'hui, dans la fédération, nous avons 11 000 dossiers actifs et à peu près 6 000 à 7 000 dossiers nouveaux chaque année. Donc c'est pour dire, en fin de compte, le phénomène auquel nous sommes confrontés, même si, et j'y reviendrai, nous regrettons en fin de compte l'absence dans un certain nombre de situations de désignation d'administrateurs ad hoc. Alors, effectivement, nous avons rendu un rapport féminicide. C'est quelque chose que la Fédération fait à peu près tous les 2 années pour mesurer, en fin de compte, comment l'institution judiciaire et plus globalement l'ensemble des institutions publiques accompagnent les proches et les victimes de féminicide. Et on va se rendre compte qu'effectivement, il y a une incidence extrêmement importante sur les enfants, puisqu'effectivement, avant même ce féminicide, eh bien, les associations qui accompagnent l'ensemble des victimes mineures nous disent qu'en fin de compte, aucun n'a fait l'objet d'un accompagnement et d'un signalement aux associations ni administrations ad hoc. Donc, ce qui pose quand même une difficulté. Je ne dis pas que, en fin de compte, des choses auraient pu être évitées, parce que tel n'est pas mon propos et je ne ferai pas de prédiction, mais en tout état de cause, on voit bien que les intérêts des mineurs, à un moment donné, ne sont pas protégés et ne sont pas accompagnés. D'où la nécessité, en fin de compte, d'anticiper ces désignations d'administration ad hoc bien en amont et dès les premiers faits. Et nous sommes extrêmement favorables à des désignations immédiates, de manière généralisée, et pour tout simplement, en fin de compte, faire en sorte que les enfants soient protégés. Je rappelle qu'un administrateur ad hoc n'est pas simplement un défenseur judiciaire, n'est pas simplement celui qui va arguer de dommages et intérêts au moment d'un procès, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus disciplinaire. Je rappelle que les associations font des concertations avec les conseils départementaux dans le cadre des cryptes ou des signalements. Je rappelle qu'ils font des réunions de synthèse, qu'ils voient des psychologues. En tout cas, nous avons, nous, à France Victimes, des équipes pluridisciplinaires, que ce soit des psychologues, soit des juristes et travailleurs sociaux, de manière totalement gratuite, qui peuvent accompagner ces mineurs et qui peuvent aider les administrateurs ad hoc au sein des associations, d'où la nécessité d'avoir ces équipes pluridisciplinaires et ces désignations. Et puis on se rend compte qu'après les féminicides, eh bien, on a très peu de désignations d'administration ad hoc, certainement parce qu'un certain nombre considèrent, notamment lorsque le deuxième parent décède, puisque un certain nombre se suicident, eh bien, la procédure pénale s'arrête. Or, il n'en est rien, et il y a des intérêts des enfants qui pourraient être beaucoup plus protégés et beaucoup plus actés. La deuxième chose, je laisserai Isabelle sur vraiment la technicité, puisque c'est son rapport, donc voilà, je voudrais qu'elle vous le dise, mais je voudrais simplement avoir une vision un peu plus politique peut-être, sur également les UAPED, ces unités pour enfants en danger qui ont été créées
Alors, vous dire qu'en fin de compte, on considère qu'il y a une très grande disparité dans leur fonctionnement, une trop grande disparité, que deuxièmement, là où elles existent, les modes de fonctionnement sont extrêmement différents et que l'organisation est en fin de compte dépendante de la volonté des hôpitaux, des moyens dont ils disposent et de ce qu'ils peuvent ou pas réaliser en lien avec la police, la gendarmerie, les parquets, les associations d'aide aux victimes notamment. Ça m'amène en fin de compte à deux conclusions. C'est tout d'abord, il faut absolument qu'il y ait une généralisation et un mode de fonctionnement univoque sur le territoire des dispositifs publics de protection des mineurs. Et lors de l'audition par l'inspection conjointe du ministère de la Justice, du ministère de la Santé, des ministères des Affaires sociales, la semaine dernière, nous avons demandé qu'il y ait un coordonnateur de médecine légale au niveau national qui puisse, en fin de compte, acter un certain nombre de principes. Et je déplore qu'en fin de compte, nous ayons moins de médecins légistes que de procureurs sur le territoire, puisque nous n'avons que 161 médecins légistes pour 164 procureurs de la République. Donc, ce qui est quand même une vraie interrogation, et ce qui pose quand même des problèmes, notamment sur l'expertise et sur la matérialité des faits. Et on verra ce que va dire la question prioritaire de constitutionnalité au procès de Stéphane Plaza, mais on voit bien quand même qu'aujourd'hui, il vient de contester en fin de compte les rapports d'expertise établis par des médecins qui ne sont pas des médecins légistes. Et donc, si ça tombe, ça veut dire que nous allons avoir sur des territoires de nombreuses expertises qui vont tomber, donc une perte de chance, de dommages-intérêts pour les enfants, voire même de matérialité des infractions, ce qui est quand même extrêmement ennuyeux. Voilà, je m'arrêterai là. Je voulais vraiment faire un fait saillant sur, d'un côté, les UAPED, de l'autre côté, les administrateurs ad hoc, dont je rappelle quand même qu'ils sont les principaux défenseurs à un moment donné. J'ai bien entendu l'idée que certains voulaient qu'il y ait une désignation d'un avocat immédiate. Ce n'est pas incompatible, je le dis tout simplement, mais notamment le rôle de l'administrateur ad hoc, c'est aussi de désigner un avocat de manière totalement indépendante et libre, et ce n'est pas au bâtonnier de le faire, parce que je considère qu'en fin de compte, il n'est pas forcément impartial sur son barreau, même si, mais en tout état de cause, nous sommes des gens impartiaux. Moi, je le suis administrateur ad hoc, donc je peux vous en parler. Et donc, nous avons une totale liberté, et nous savons qui choisir à un moment donné, et travailler avec l'intégralité des avocats d'un barreau. Alors, pour compléter les propos initiés par Jérôme Moreau, je souhaitais revenir sur quelques éléments mis en lumière particulièrement dans le rapport féminicide que nous avons rendu en mars 2024, donc, qui porte sur les féminicides qui se sont produits en 2022, donc 113 femmes victimes. Et nous avons également fait un focus dans cette étude donc, sur le fait de savoir si ces femmes victimes avaient des enfants mineurs. Et nous avons relevé, donc, sur la base des propos retenus et des accompagnements réalisés par nos associations, que 33 victimes avaient des enfants mineurs au moment des faits. Donc ce chiffre n'est pas nécessairement exhaustif, comme je l'indiquais, il émane des retours de prise en charge de nos associations. Donc 33 victimes avec des enfants mineurs. On l'a dit tout à l'heure, parmi eux, donc 19 donc, qui étaient recensés comme étant présents au moment même du féminicide et 11 ayant directement assisté aux faits. Avant le féminicide, on a un constat sans appel, quand bien même des repérages ou des signalements avaient déjà pu être réalisés. Aucun administrateur désigné en amont et seulement, entre guillemets, 3 mesures de protection à l'égard de ces mineurs avaient pu être mises en place donc avant la commission du féminicide. Donc le constat que l'on en tire est que pour ces mineurs co-victimes, finalement, il y a évidemment un besoin prégnant d'accompagnement en amont à mettre en place beaucoup plus systématiquement. Le constat s'avère finalement similaire après la commission du féminicide, puisque dans ces situations, donc, on a relevé pour 14 d'entre elles donc des mesures de protection pour les mineurs qui avaient pu être mises en place après les faits, donc placement des enfants, désignation d'un administrateur ad hoc dans 6 situations seulement, désignation d'un tiers de confiance
dans trois cas. Sur le sujet de l'administrateur ad hoc, vous l'aurez compris à travers le propos initial de Jérôme Moreau, on est vraiment très attaché à cette mission. Pour nous, c'est un prolongement naturel de l'aide aux victimes qui va garantir la protection des intérêts du mineur. Donc, on préconise véritablement donc une désignation beaucoup plus systématique de ce représentant du mineur en cas donc de présence d'enfants lors des faits de féminicide. Et la synergie qui en a découlé aussi, selon nous, à la suite de cette étude, est aussi un déclenchement beaucoup plus systématique du protocole féminicide, car globalement, post-féminicide, on remarque pas assez ou trop peu, en tout cas, de mesures de protection concrètement déclenchées à la faveur des enfants victimes. Et ce constat, s'agissant des mesures de protection, alors protocole féminicide ou désignation d'un administrateur ad hoc, il découle aussi pour la suite sur l'accompagnement dans la durée d'un mineur victime qui a assisté ou pas d'ailleurs au féminicide de l'un de ses parents. Et on voit finalement que là aussi, il y a des marges de progression à réaliser s'agissant de la prise en charge associative qui va pouvoir être proposée à la faveur de ces enfants. Alors que nous avons tous les outils juridiques existants, il y a notamment un texte dans le Code de procédure pénale qui permet par exemple de réquisitionner une association agréée par le ministère de la Justice, donc nos 130 associations France Victimes, pour avoir cette démarche d'accompagnement pluridisciplinaire du mineur. Or, dans les faits, on remarque que là aussi, c'est trop inégalement réalisé. Dans le rapport féminicide, on voit que les proches des victimes, alors mineurs et enfants directs et membres de la famille plus largement, mais on voit que ce suivi, il a été mis en place dans 37,5% des cas, donc même pas la moitié finalement. Donc là aussi, il y a sans doute une progression à mettre en place, et ça rejoint aussi une idée beaucoup plus large que l'on défend régulièrement à France Victimes, qui est celle de l'effectivité des droits des personnes victimes. On a globalement des textes qui prévoient déjà un certain nombre de dispositifs, d'outils à disposition pour organiser concrètement sur les territoires l'accompagnement des personnes victimes. Veillons peut-être plus efficacement, de façon plus optimale aussi, donc au déclenchement concret effectivement de ces dispositifs. Sur le protocole féminicide, donc, qui a été initié à la base en Seine-Saint-Denis en 2015, généralisé sur l'ensemble du territoire en 2022. Donc ce protocole vise à pouvoir organiser la prise en charge d'enfants mineurs pour les victimes de féminicide ou tentatives. Donc on voit là aussi sur la base des retours de notre enquête qu'il a été déclenché de manière trop disparate sur les situations. Dans cette situation seulement, il a été déclenché. Et de manière plus globale, on avait aussi interrogé cet été nos 130 associations du réseau sur la mise en œuvre de ces protocoles féminicides. Dans à peine une quinzaine de territoires, finalement, nos associations relevaient le déploiement de ce protocole quand il y avait évidemment un besoin tel. Donc là encore, une inégalité assez manifeste selon les territoires. Des disparités aussi s'agissant de l'intégration des associations France Victimes dans ce protocole, ce qui à notre sens est pour autant essentiel pour ensuite organiser encore une fois dans la durée l'accompagnement des mineurs victimes. Un dernier mot, si je peux me permettre, concernant l'administrateur ad hoc. Donc on vous a précisé l'importance de ce représentant du mineur. Veillez peut-être aussi à davantage de systématisation de ces désignations. Qui dit désignation augmentée amène aussi indubitablement une question relative aux moyens d'évoluer à cette mission. Ça induit pour nous un besoin impérieux de revalorisation de ce mandat qui ne l'a pas été depuis 2008. On est sur des missions chronophages, individualisées pour vraiment pouvoir organiser cet accompagnement
accompagnement sur mesure, si je puis dire, des enfants mineurs. Donc, là aussi, donnons les moyens aux administrateurs ad hoc, associations France Victimes et autres, de pouvoir réaliser de la manière la plus efficace et optimale possible ces accompagnements. Je crois que de manière plus large aussi, ça nécessiterait aussi de nouvelles discussions sur le statut de l'administrateur ad hoc, peut-être aussi une vision plus égalitaire et plus généralisée, en tout cas sur l'ensemble du territoire, connaissance des missions, harmonisation aussi de ce qui peut être demandé à l'administrateur ad hoc, et ça aurait vraiment un impact, encore une fois, sur un meilleur accompagnement des mineurs victimes. Merci beaucoup. Je vais juste rappeler ou expliquer aux nouveaux dans cette délégation qu'il va y avoir un temps de 2 minutes par groupe pour une première réaction. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter qui de chaque groupe va prendre la parole. Et puis ensuite, en fonction du temps qui restera, on verra quelles sont les autres questions. Donc, le temps que vous me remontiez les noms, juste quelques retours, si vous me permettez. Sur l'administrateur ad hoc, il y a un décret qui est en cours d'évaluation, par notamment le CNPE, puisqu'il doit contrôler tous les décrets qui doivent sortir. Je pense qu'il y a encore des choses à faire bouger sur ce décret. Pour moi, il n'est pas satisfaisant. Donc, on espère pouvoir le faire bouger, parce que oui, c'est important, les décrets. Sur les UAPED, dans le cadre de mon autre casquette de la Commission des finances, sur le rapport Solidarité, Insertion, Égalité, Chance, qui porte une partie des crédits, j'ai fait une annexe spécifique cette année sur les UAPED qui va sortir, alors moi, je n'avais pas mis que c'était un médecin légiste, mais on avait besoin d'un coordinateur au niveau national, parce qu'effectivement, ces UAPED sont en train de partir un petit peu dans toute différence d'organisation, et je pense qu'il faut qu'on recadre avant que ça soit irrémédiable. Quant au protocole féminicide, j'ai échangé avec Madame Rapapaport qui l'avait mis en place. Il est vraiment très intéressant, mais il faut que tous les hôpitaux s'en emparent et que les procureurs aussi s'en emparent pour le mettre en place, pour éviter que des enfants soient installés pas forcément au bon endroit. Donc, je vais laisser la parole, si j'ai bien compris, à Madame Ranck pour le Rassemblement national dans un premier temps. Les autres, faites-moi signe par groupe que je sache qui prend la parole. Donc, je rappelle, c'est bien 2 minutes. Je suis très pénible, vous le rappelez. Voilà, j'ai mon chronomètre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, je tenais tout d'abord, au nom de mon groupe, à vous remercier, donc la CNCDH et France Victimes pour vos rapports éclairants sur les violences familiales. L'avis de la CNCDH sur les morts violentes d'enfants et le rapport de France Victimes sur les féminicides nous rappellent brutalement la réalité de ces drames qui se jouent à huis clos. Ces 2 documents, riches en analyses et en recommandations, mettent d'ailleurs en lumière des problématiques qui sont communes. L'avis de la CNCDH fait état d'une forte corrélation entre violences conjugales et violences commises sur les enfants. Et le rapport de France Victimes met également en exergue la fréquence des situations dans lesquelles les mineurs deviennent les co-victimes du meurtre de leurs parents. Dans le contexte des violences familiales, l'enfant se retrouve donc doublement vulnérable. Il est susceptible de subir des sévices immédiats par l'un de ses proches, mais également des sévices psychologiques indirects lorsqu'il a été présent ou témoin du féminicide sur sa mère. Le présent rapport de la CNCDH fait état de plusieurs problèmes au niveau départemental. Des décisions de justice qui ne peuvent pas toujours être exécutées à temps, une trop grande diversité de fonctionnement des cellules de conseil, de recueil des informations préoccupantes de chaque département, et un manque de formation et d'échange sur les pratiques du côté du professionnel de terrain. La Haute Autorité de Santé avait déjà pointé du doigt ces problématiques en 2021, et c'est pourquoi elle avait publié le premier cadre national de référence pour l'évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger. Ce document avait pour but de créer un référentiel afin de recueillir toutes les informations nécessaires, d'harmoniser les pratiques dans l'ensemble des départements et d'éviter les situations dans lesquelles la parole des parents maltraitants serait privilégiée au détriment des faits matériels éloquents. Aussi, comment évaluez-vous l'efficacité de ce référentiel dans la lutte contre les morts violentes d'enfants et quel est votre avis sur la possibilité de rendre le recours à ce document obligatoire dans les services sociaux des départements? Je vous remercie. Merci. Côté EPR, est-ce qu'il y a une question? Non. Côté socialiste, on n'a pas. Côté DR, Madame Martin. Merci Madame la Présidente. Merci pour vos éclairages sur ce sujet des violences intrafamiliales.
qui est malheureusement très, très présent dans notre société. Ma question s'adresse plus particulièrement à France Victimes. Dans votre rapport sur les féminicides 2024, vous mettez en exergue, bien sûr, les souffrances subies par les enfants qui sont témoins de violences conjugales, des enfants qui portent forcément à la suite des traumatismes durables qui peuvent influencer leur développement et leur rapport aux relations entre individus. Malgré des avancées législatives, on l'a dit, le système judiciaire actuel peine à offrir un cadre adéquat pour la prise en charge de ces jeunes victimes. Les réponses apportées ne permettent pas toujours de répondre aux besoins émotionnels et psychologiques des enfants, ni de les intégrer dans un processus de réparation, même si, je dois le dire et je souhaite le dire, les associations font un travail remarquable en ce sens. Nous entendons beaucoup parler de justice restaurative. La loi française l'a introduite en 2014 comme une mesure permettant à une victime et à un auteur de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction. Comment voyez-vous l'utilisation de ce procédé dans les cas où l'enfant a été témoin de violences conjugales? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être un outil adapté à ce genre de situation? Merci. Merci beaucoup. Après, j'ai côté écologie, on m'a dit pas tout de suite. Modem non plus, Horizon non plus, Liot n'est pas là. Côté GDR, Madame Bourroa. Oui, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voulais vous remercier de votre présence aujourd'hui au sein de notre délégation. Donc le sujet est important et assez préoccupant. Moi, je voulais aller très très rapidement vous poser deux questions. La première, est-ce que vous pensez que les politiques d'éducation à la sexualité et à la contraception pourraient apporter quelque chose à la lutte, enfin, à la protection des enfants? Parce qu'on voit bien que sans cette éducation, un certain nombre de femmes ont des grossesses qui sont non désirées et par là même ajouter cette violence. Ça, c'est la première question. Après, moi, je viens du département de la Seine-Saint-Denis et donc je connais très très bien Ernestine René, présidente de l'Observatoire des droits des femmes, qui a fait un travail extraordinaire et fabuleux sur la protection des femmes victimes de violences. Et je voulais savoir comment l'Observatoire des enfants travaille avec l'Observatoire des droits des femmes, parce que souvent, c'est souvent lié. Est-ce que cette coordination existe? Est-ce que vous partagez l'expertise de cet observatoire pour justement accompagner les enfants? Parce que quand il y a des femmes qui sont victimes de violences, forcément, les enfants aussi. Merci. Merci beaucoup pour ce premier tour de questions. Je pense avoir oublié aucun groupe qui voulait s'exprimer. Moi, j'ai 2 points à rajouter. Ma collègue présente a fait adopter l'ordonnance de protection immédiate pour les femmes. Et moi, je me pose la question d'avoir la même chose pour les enfants, afin d'en faire, comme vous disiez tout à l'heure, une infraction autonome, non dépendante d'un des 2 parents. J'aimerais vous entendre sur ce propos-là. Et le deuxième, c'est j'ai reçu des familles touchées par un homicide parental et qui se posent la question de récupérer ou pas les enfants. Et moi, je réfléchis à un statut des enfants victimes d'homicide parental. J'aimerais vous entendre sur ce point, si vous y avez réfléchi et ce que vous auriez à proposer. Voilà pour ce premier tour de table. On vous laisse répondre et puis si on a du temps, ce que j'espère, on verra si d'autres ont des questions à poser. Je vais commencer, puis Isabelle viendra sur la justice restaurative, mais je voudrais vous dire, effectivement, la Haute Autorité de Santé réfléchit depuis plusieurs années sur l'accompagnement des victimes. Je rappelle que la première recommandation, je le sais puisque au moins France Victimes avait délégué en fin de compte la possibilité d'y siéger, ça a été en 2018 je crois, sur le repérage systématique des violences faites aux femmes. Et je rappelle qu'une recommandation de la Haute Autorité de Santé a quand même une force quasi obligatoire pour les médecins. En tout cas, ils sont tenus de l'adopter et de la mettre en place. Et l'idée, c'est qu'il y avait eu trois rapports qui devaient être faits. C'était 1, les violences conjugales, 2, l'excision, 3, le repérage systématique des enfants. Ce qui n'avait pas pu être fait, faute de conditions sanitaires à peu près correctes, puisque le Covid avait tout stoppé.
Et ça n'a pas été repris après, ce qui est bien dommage. Mais il faudrait sans doute, en fin de compte, avoir une vision à peu près similaire en matière de repérage systématique des violences faites aux enfants que celle qui est posée dans le cadre de la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Il suffit que, en fin de compte, un ministre le demande et que cette recommandation puisse être écrite conformément à ce que la mission qui sera posée. En tout cas, c'était extrêmement intéressant parce que ça posait bien, en fin de compte, l'idée qu'en fin de compte, chaque femme devait recevoir de la part de son médecin, enfin des professionnels de premier recours, ça allait même plus loin que les médecins, c'était l'ensemble des professionnels de santé de premier recours, une sensibilisation et une interrogation si oui ou non elle avait subi ou elle subissait des violences ou qu'elle estimait subir des violences pour ensuite répondre et l'orienter. Alors évidemment, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça. On sait que le secret médical aujourd'hui a été partiellement levé par la loi, mais en tout cas, ça serait extrêmement intéressant de pouvoir avoir effectivement cette uniformisation, en fin de compte, entre les femmes victimes de violences et les enfants victimes de violences. En tout cas, ça serait intéressant de pouvoir faire en sorte que les professionnels de premier recours puissent avoir cela. Deuxièmement, sur l'ordonnance de protection des femmes, je vais quand même être assez au regret de vous dire que quand même, on ne peut pas dire que cette ordonnance de protection soit énormément prononcée par la magistrature aujourd'hui. En tout cas, c'est bien loin de ce qu'on voulait que ce soit et que ça reste quand même extrêmement confidentiel par rapport au nombre de faits qui sont actés par les tribunaux et qui sont posés. On pourrait quand même en avoir beaucoup plus. Je rappelle que la Suède, qui est aussi en fin de compte dans ce cadre-là et qui a posé cette ordonnance de protection de manière beaucoup plus tardive par rapport au nombre de personnes victimes de violences conjugales, on est à 8 fois plus. Donc on voit bien quand même qu'on a pris énormément de retard, on l'a souligné, on a été auditionné. D'ailleurs, je pense que ça fait à peu près concorde sur l'idée que c'est quelque chose qui n'a pas été assez demandé. Alors, sans doute par les victimes elles-mêmes, d'ailleurs, qui ne connaissaient pas, voilà, par leurs avocats, et aussi, il faut bien le dire, par sans doute des difficultés d'application de cette loi. Donc, en tout cas, moi, je suis assez d'accord pour dire qu'il faut acter ce qui existe d'abord, qu'il faut que l'intégralité des victimes puisse avoir recours à leurs droits et qu'on a comme un certain nombre de dispositifs qui existent aujourd'hui pour protéger les enfants et pour les aider. Je pense quand même aux mesures d'éloignement, je pense quand même au placement, même si effectivement vous pouvez dire que c'est insuffisant, mais en tout cas la loi existe et il faut l'appliquer déjà. Il faut, c'est bien le problème en fin de compte aujourd'hui du non-recours aux droits et de l'absence en fin de compte de possibilité pour les enfants de faire valoir leurs droits qui est problématique. Et il nous manque effectivement aussi, je pense, une vraie vision de parcours des enfants victimes. Et moi, c'est quelque chose que l'on travaille beaucoup à France Victimes et qui fait qu'on doit quand même avoir... alors, ces ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences, si on les mettait de manière, si on calquait en fin de compte ce mécanisme, il faut quand même en définir les contours et il faut quand même en définir les modalités d'exécution parce que c'est quand même important. Il faut savoir qui et comment et avec quels moyens derrière. Et c'est extrêmement important parce que dans cette idée d'éloigner effectivement l'enfant d'auteur potentiel, il faut savoir ce qu'on y met. Et encore une fois, il faut des accompagnements pluridisciplinaires, il faut des accompagnements au long cours. Moi, je suis très sensible à ce que vous avez dit sur la souffrance des enfants. Effectivement, on le voit bien, cette souffrance est insuffisamment accompagnée et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas assez, en fin de compte, de possibilités. Alors, c'était le rôle des UAPED, d'ailleurs, qui a été extrêmement important et intéressant d'avoir mis, en fin de compte, les UAPED dans les hôpitaux et d'avoir dit qu'en fin de compte, ils pouvaient soit être adoptés à un service de pédiatrie, soit un service de pédopsychiatrie, justement, pour les protéger. Mais après, il faut avoir les moyens au long cours d'accompagner ces enfants. Il faut avoir les moyens au long cours, en fin de compte, de trouver les ressorts pour faire en sorte qu'ils aient un parcours qui soit stable et où ils peuvent être accompagnés sur le plan psychologique, parfois sur le plan psychiatrique, sur le plan juridique et sur le plan social. Vous savez, on est né de Robert Badinter, nous. C'est Robert Badinter qui, en 82, a dit « on va faire des associations d'aide aux victimes ». Et on n'avait que la compétence juridique au départ.
Et peu à peu, on a dit, mais attendez, les victimes, elles souffrent, elles ont besoin d'accompagnement psychologique. Donc, on a mis des psychologues. Et puis après, on a dit, mais ça suffit pas. Donc, on a mis des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, on en est à mettre des chaînes d'accompagnement judiciaire pour les enfants. On en est à mettre des bracelets, comment on appelle ça, des boutons d'alerte, en complément des téléphones grave danger et des bracelets anti-rapprochement. On en est à mettre des sophrologues. On en est à mettre de la thérapie animale au long cours. Donc, on est en train d'évoluer considérablement et de faire en sorte que les dispositifs innovants soient sur le territoire. Alors après, bon voilà, je vais m'arrêter là. Isabelle va peut-être répondre sur la justice restaurative ou sur d'autres choses si tu veux. Voilà. Oui, alors sur la justice restaurative, donc vous l'avez indiqué, hein, elle a été introduite en droit français depuis 2014. Est-ce opportun, envisageable sur les situations d'enfants témoins et co-victimes dans les situations de violence conjugale? Je ne peux pas vous faire de réponse globale et généralisée sur ce point. Il y a un principe fondamental qui doit systématiquement accompagner une éventuelle mesure de justice restaurative, c'est l'individualisation de la réponse. En tout état de cause, la justice restaurative, elle se conçoit comme visant à restaurer le lien social, apaiser les conflits et apporter une réponse autre, complémentaire à celle que la justice pénale pourrait prodiguer. Donc, dans certaines situations, ça pourrait peut-être s'envisager. Je ne dirais pas un non de principe ni un oui non plus, mais il y a néanmoins quelques préceptes fondamentaux sur lesquels on ne peut absolument pas déroger. Quels sont-ils? La formation des personnes qui vont encadrer la mesure. Ça, c'est vraiment essentiel. L'autre point incontournable aussi est évidemment l'accord des participants à cette justice restaurative, ce qui concerne bien évidemment aussi le mineur et aussi donc si une telle mesure est envisagée, veiller aussi concrètement à l'accompagnement, à la prise en charge pendant le déroulé de ce dispositif, de cette mesure de justice restaurative. En tout cas, voilà, ce dispositif est inégalement déployé sur le territoire. En tout état de cause, il existe aussi. Il est applicable pour les mineurs victimes. Voilà, je crois que le sur-mesure dont je parlais tout à l'heure dans l'accompagnement, il doit a fortiori aussi pouvoir s'appliquer s'agissant donc de ce déploiement de la justice restaurative pour les enfants co-victimes de violences conjugales. Sur l'OP mineur, juste peut-être pour compléter ce que Jérôme Moreau indiquait. Alors, on a vu effectivement, on a quand même vu certains progrès sur l'ordonnance de protection s'agissant des femmes victimes, avec néanmoins, voilà, toujours ce double critère des violences vraisemblables, du danger, qui peuvent parfois aussi poser problème dans la recevabilité des ordonnances de protection. Donc, il y aurait peut-être aussi, je pense, ce point à prendre en compte si on initiait un tel dispositif pour le mineur victime, peut-être oui une simplification ou autre à envisager. Mais je crois que c'est peut-être un outil dans l'urgence qui serait peut-être aussi particulièrement opportun pour concrètement renforcer dans l'immédiat la protection du mineur et ensuite parce qu'on a une protection immédiate, mais il ne faut pas oublier l'après et surtout pouvoir ensuite déboucher après donc sur l'accompagnement dans la durée de ces enfants co-victimes. Oui, pour répondre peut-être effectivement sur le référentiel, c'est vrai que ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on a pu constater, c'est d'essayer d'harmoniser les pratiques au niveau départemental. Et pour ça, il faut aussi effectivement renforcer la formation, renforcer les moyens et essayer de rendre aussi les métiers attractifs, essayer d'améliorer la gouvernance, par exemple aussi de la protection de l'enfance. Donc on sait que la dernière loi de février 2022 est allée dans ce sens, mais il y a énormément de progrès à faire à ce niveau-là. Et un autre élément qui peut être intéressant, on en parlait dans l'avis, c'était sur le protocole sur les morts inattendues du nourrisson, donc le protocole qu'on appelle MINE. Ce sont donc les examens qui vont être effectués après le décès d'un enfant. Donc c'est un protocole qui a été actualisé en 2023 et qui s'applique pour les enfants de 0 à 2 ans et qui permet d'avoir un certain nombre d'examens, des autopsies, des IRM cérébraux. Et alors c'est vrai que c'est extrêmement compliqué quand on arrive
quand la police même arrive dans une famille avec un enfant qui vient de décéder d'une manière subite, de leur parler de ça et de leur parler d'examen. Mais c'est quand même un outil qui peut permettre de détecter des violences dans des cas qui seraient potentiellement insoupçonnés. Et donc, et là, unanimement, ce qui est ressorti de nos auditions, c'était d'élargir ce protocole jusqu'à 6 ans, pour qu'il puisse y avoir des examens qui soient pratiqués jusqu'à 6 ans. Pourquoi 6 ans ? Parce qu'après, le corps change et donc ça nécessiterait d'autres examens, donc potentiellement un autre protocole médical. Mais ça, c'est vraiment une des recommandations que nous portons. Et sur votre question sur l'éducation à la vie sexuelle et affective, donc je laisserai Magali Lafourcade compléter sur ce point. Mais clairement, ce qu'on a pu constater, c'est que dans les cas de néonaticide ou de morts violentes d'enfants, il y a énormément de femmes qui vont être enceintes vraiment par accident, et qu'en fait, c'est encore extrêmement fréquent. Et voilà, je pense qu'on ne se rend pas compte ici dans notre vie du quotidien, parce qu'on est quand même relativement informés. Mais voilà, on a pu rencontrer certains professionnels dans certains départements qui nous ont dit qu'il y avait vraiment des personnes qui n'avaient pas même connaissance de la contraception et après potentiellement de l'avortement. Et donc ça, après, ça crée forcément des situations avec des grossesses non désirées et des grossesses à répétition dans des cadres extrêmement compliqués. Donc très rapidement, merci pour la pertinence justement de cette question qui a l'air un peu contre-intuitive, hein, mais qui est extrêmement centrale. Et donc la CNCDH a déjà travaillé sur ce domaine-là sous d'autres aspects. L'idée, c'est vraiment donc une éducation à la sexualité, à la vie affective, c'est-à-dire aussi placer l'affection, le désir, etc. Et pas seulement juste comment on fait les bébés dans notre société, ou les dangers d'une vision très stéréotypée, pornographique de la sexualité. Il faut mettre toutes ces dimensions-là, et vous savez à quel point on est en retard. Donc là-dessus, je vous alerte sur le fait que les Nations Unies, le Conseil de l'Europe passent leur temps à dire que la France ne fait pas ce qu'elle doit faire, ce sur quoi elle s'est engagée à faire sur ces questions-là, qui relèvent de l'éducation, où le cadre juridique est là, mais la mise en œuvre n'est pas suffisante. Donc c'est important de penser aussi à l'exécution des lois qui sont votées. Sur l'ordonnance, enfin sur les questions de Madame Goulet, qui sont extrêmement intéressantes. Je dis pas ça parce que c'est vous la présidente, je pourrais, mais c'est même pas. C'est vraiment parce que c'est extrêmement intéressant. Donc l'ordonnance de protection. Moi, j'ai une vision différente de ce qu'a pu exprimer dans son introduction Monsieur Moreau. Et ce n'est pas parce que je suis magistrate, c'est vraiment parce que je vois que c'est un outil, non seulement qui est en train de monter en puissance en termes de mise en œuvre, mais qu'en plus, les avocats s'en sont saisis pour pouvoir avoir un outil qui permet d'avoir une cohérence, qui permet de sécuriser une personne, qui va lui permettre d'avoir un récit plus construit pour dénoncer des faits qu'elle n'a pas réussi à dénoncer. Voilà. Donc il faut aussi avoir une vision de ce que c'est qu'une victime qui avance dans son cheminement par rapport à une plainte. Voilà. Et quand on arrive à comprendre les difficultés, il ne faut pas penser qu'une victime arrive et balance son récit comme ça, from scratch, en fait. Donc ça se construit. L'avocat ou l'administrateur ad hoc a un rôle extrêmement important. Et donc, le fait d'avoir une sécurisation par une ordonnance de protection, ça peut être déterminant dans l'évolution. Et là-dessus, je pense que vous... Je vais continuer mon propos. Et donc je crois que c'est un outil qui donc, est en train d'entrer dans les mœurs. Et donc, c'est d'autant plus facile de l'appliquer aux enfants, puisqu'il est déjà, le cadre de pensée est déjà là. Donc, je ne peux que vous encourager dans cette voie. Sur le statut, je trouve que là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que c'est tout ce que nous portons comme idée qu'on est sur quelque chose de fondamentalement structurel qui concerne la société dans son ensemble. On parle de violence de genre, et à partir du moment où on parle de violence de genre, on sait aussi quels sont les ressorts criminologiques qui sont derrière. Et donc de transférer, de créer un statut permet aussi de conscientiser la société. Et donc, il suffit de peu de personnes conscientisées et déterminées pour pouvoir changer le monde. On le sait, c'est Margaret Mead qui le disait. Mais donc, c'est extrêmement intéressant de porter ce statut. Après, il faut voir ce qu'on pourrait y mettre. Mais ça permettrait d'avoir cette responsabilisation globale. Et je m'arrête là, puisque je ne veux pas être trop longue. Merci beaucoup. Est-ce que des collègues ont un sujet qu'on n'a pas évoqué, qu'ils aimeraient évoquer ? Allez-y. Allez-y.
Oui, juste quelques secondes. J'ai lu vos documents, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de recommandations qui paraissaient évidemment intéressantes. Moi, je voudrais revenir sur un point bien précis concernant les peines planchées, parce qu'on parle beaucoup d'individuation de la peine, mais dans certains cas, je pense, et notamment quand on tue un enfant, son propre enfant ou un proche, je pense qu'honnêtement, on pourrait peut-être se pencher. Et je voulais savoir quelle a été votre position, avocate, sur les peines planchées concernant l'homicide d'un enfant. Merci. Alors moi, c'était pas une question, c'était juste pour faire remarquer qu'effectivement, le petit Bastien est mort chez moi en Seine-et-Marne, après 9 signalements et 3 informations préoccupantes. Ce qui m'interroge, comment ça se fait que nos institutions aient failli, médecins, justice, école, voilà. Et donc, moi, je suis à fond, d'ailleurs, j'ai déjà préparé un projet, mais il faut que je le valide, faire valider par mon groupe, sur l'ordonnance de protection. Pourquoi ? Parce que même si on dit qu'il n'y en a pas assez, quand l'ordonnance de protection est arrivée sur le marché, je peux vous dire que ça a sauvé bien des femmes. Et pourquoi ça a sauvé ? Pourquoi c'est important ? Et pourquoi on n'a pas l'arsenal juridique ici ? C'est parce qu'en fait, que me permet l'ordonnance de protection ? De saisir un juge, juste de saisir un juge. C'est-à-dire, on n'en est même pas à condamner quelqu'un, etc. On saisit juste un juge qui s'aperçoit des violences et qui peut extraire des griffes du bourreau de l'enfant. Et donc ça aurait peut-être permis le petit Bastien. Et moi, dans mon projet, que je suis en train de faire et de coordonner avec mon groupe, eh bien, je l'ouvre énormément à beaucoup de personnes qui pourront, de façon anonyme, parce que là, j'ai pas le temps de le dire, mais j'ai un article qui est paru dans la semaine juridique. Merci beaucoup. On va laisser répondre. On a compris le sujet. On laisse répondre nos invités. Et surtout, si vous avez également un point qu'on n'a pas évoqué qui vous tient à cœur de mentionner. C'est qu'aujourd'hui, on soit vraiment en insuffisance de prononcer et que les conditions, en fin de compte, on a connu ça avec les téléphones grave danger. Hein. Regardez comme c'était compliqué au départ. On a assoupli les critères, on a les vannes qui ont été ouvertes, on a pu quand même les délivrer aux femmes. C'est la même chose sur les ordonnances de protection. Combien j'ai de femmes, moi, sur le terrain, dans le département de la Nièvre, qui, en fin de compte, voient leur requête qui est recevable parce qu'il manque un critère et parce qu'on n'arrive pas à prouver les choses. Donc, ça, c'est pour cela qu'en fin de compte, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on a donné des critères bien trop importants dans la loi qui font qu'en fin de compte, c'est pas possible. Et encore une fois, 6 000 ordonnances de protection, alors qu'il y a 244 000 femmes qui déposent plainte. Nous, on accompagne 138 000 chaque année, hein, des femmes victimes de violences conjugales. Donc, on sait de quoi on parle. Je trouve que c'est insuffisant. Permettez-moi de le penser. Je pense que les femmes sont insuffisamment protégées par cette ordonnance de protection et qu'elles sont insuffisamment prononcées, même si effectivement on est pour. Deuxièmement, sur le statut d'enfant victime, moi, je ne sais pas si la fédération a quelque chose à dire par rapport à ça. La seule chose, c'est que je pense que c'est quand même aux victimes de savoir ce qu'elles veulent et de, à un moment donné, savoir si elles veulent être dans un statut ou si elles veulent sortir du statut de victime. Et on a quand même, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a quand même des victimes qui nous disent « mais moi ». Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'était pour les enfants. Mais voilà. Et siégeant au conseil de famille, notamment parce que les parents ne sont plus là ou parce que voilà, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et ce qu'on a quand même comme aujourd'hui vision à 18 ou 20 ans, lorsqu'on leur remet leurs documents, lorsqu'on les réauditionne, les choses sont beaucoup plus compliquées et c'est pas blanc ou noir, mais en tout cas, ça doit être individualisé et il faut savoir ce qu'elles veulent. Voilà. Sur les peines planchées, je crois que le Conseil constitutionnel s'étant prononcé comme étant quelque chose qui pouvait porter atteinte à la liberté du juge, vous comprenez que je n'émettrai qu'un devoir de réserve et que moi je pense que les juges doivent être souverains et qu'il y a un moment donné, il faut individualiser les choses et faire en sorte qu'on puisse aller vraiment aussi vers des peines qui soient adaptées à la société, mais je le rappelle également, aux besoins de protection et des personnes et des victimes. Très rapidement sur les peines planchées, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites qui montrent que ce n'était pas une bonne idée. Donc il y a des gens qui ont réfléchi beaucoup à la question, qui ont auditionné largement et qui ont analysé les statistiques et les données. Donc je crois qu'il faut se référer aux travaux existants. Et pour la suite... Oui, effectivement.
juste revoir que chaque cas est unique et donc on a bien une individualisation forcément de la peine et que voilà, c'est effectivement un sujet qui ne peut pas être traité uniquement sous l'angle répressif. C'est pas inconstitutionnel pour autant en Et, soi, hein. voilà. Et effectivement, juste un autre point sur ce que vous disiez avant, ce qu'on constate aussi, c'est que les enfants, en fait, dans le cadre des morts violentes, ils sont souvent instrumentalisés pour en fait atteindre l'autre parent. Donc c'est aussi un changement en fait de réflexion sur le cadre familial et sur la manière dont on considère l'enfant. Enfin voilà, les enfants, les victimes collatérales parce qu'il y a un conflit entre les parents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce sont souvent les enfants jeunes qui sont tués dans ce cadre-là et plus après les enfants à partir de 8, 10 ou 15 ans parce qu'ils peuvent se défendre et ils ne vont plus être instrumentalisés dans le cadre d'un conflit familial. Donc ça, il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus, sur le statut de l'enfant victime et sur justement la récupération des enfants dans un cadre de conflit conjugal. Peut-être un dernier mot. Quand j'étais à l'école de la magistrature, on nous apprenait qu'il fallait bien dissocier donc les violences conjugales d'un parent qui pouvait être bon par ailleurs. Voilà. Et je crois que sur cet aspect-là, les choses sont en train de bouger. Et c'est aussi grâce à tous ces travaux, il faut aller plus vite, plus loin. Mais il faut vraiment arriver à comprendre la mécanique qui est à l'œuvre et le fait d'arrêter de considérer que la justice pénale serait instrumentalisée pour des conflits de garde, etc. Parce que beaucoup de mères sont désemparées face au fait de devoir remettre l'enfant et de ne pas avoir de solution autre que la désobéissance civile qui peut les conduire dans des situations catastrophiques. Allez-y. Je voulais juste souligner aussi un message que je trouve assez positif, qui est la création des pôles vifs depuis début 2024, et là qui permet d'envisager de façon plus large questions mineures, questions violences conjugales, etc., et ne pas cloisonner trop ces différents sujets. À mon sens, c'est une avancée qui doit permettre aussi de manière concrète et effective la prise en considération et la protection de l'enfant victime de manière beaucoup plus systématique et opportune. Merci beaucoup. Juste pour notre collègue qui a parlé des violences, pas des violences, de l'éducation à la sexualité, vous informer que la semaine prochaine, la délégation aux droits des femmes auditionnera la ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet le 13 novembre prochain à 15h30 et nous sommes cordialement invités à y assister en tant que membre de la délégation aux droits des enfants si nous le souhaitons. Ça, c'était la première chose. Après, sur la partie statut, c'était plutôt comment on accompagne les familles qui vont accompagner ces enfants-là. Aujourd'hui, on se rend compte que ça peut être un frein financier, un frein juridique, voilà. Et là, on a besoin d'avoir, à mon avis, un accompagnement de ces familles-là, plutôt d'en arriver au placement. En fait, c'est toutes les alternatives au placement. C'est aussi avoir un accompagnement des départements, parce que quand on est une grand-mère, par exemple, qui récupère un enfant de 6 ans, bah, peut-être qu'à 9 ans ou à 12 ans, elle a besoin d'un accompagnement sans qu'on en soit arrivé forcément au placement. Le but, c'est voilà, d'éviter, quand on peut avoir les ressources en famille, de placer ces enfants-là, mais leur donner un petit peu le même statut que les enfants de l'aide sociale à l'enfance, notamment sur les bourses par la suite, sur la CMU, sur les priorités au logement, sur le CROUS. Enfin, voilà, qu'on n'ait pas plus intérêt à les mettre à l'aide sociale à l'enfance que de les garder en famille, mais qu'on ait un peu d'aide, parce que si on a 2 enfants et qu'on en récupère 3, ça peut poser des questions et on a besoin, je pense, d'accompagner. Donc c'est dans ce cadre-là, ces statuts d'accompagnement de l'enfant pour qu'il ait un peu les mêmes droits que s'il était placé, pour essayer de protéger ces enfants-là. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos travaux. J'ai bien noté qu'on pouvait vous saisir sur un sujet. Et effectivement, c'est Madame la députée Pasquini qui avait proposé votre audition. Donc je suis désolée qu'elle n'ait pu être là, malheureusement, mais en tout cas, elle avait raison de nous proposer votre audition. Et merci également pour le travail de, toutes les associations France Victimes qui sont partout sur les territoires et qui accompagnent au plus près toutes les victimes. Et il faut aussi que les victimes osent pousser votre porte. Je pense que c'est ça aussi. On reçoit souvent le petit papier au commissariat et on ne se rend pas compte qu'on peut avoir un soutien. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Merci à vous. Chers collègues, rendez-vous normalement dans 15 jours pour l'audition de la ministre, mais on vous confirmera tout ça très rapidement. Merci à vous, merci d'être venu et à très bientôt.